Plus d'une douzaine de motos russes ont été détruites et un groupe d'assaut léger a failli être entièrement anéanti avant même de pouvoir créer une véritable percée. Ce n'était pas une bataille majeure qui a redessiné la carte du jour au lendemain. Aucune ville n'est tombée. Aucune ligne de front ne s'est effondrée. Mais en quelques minutes de violence intense, le champ de bataille a livré un avertissement bien plus profond pour la Russie. Les commandants russes ont poussé des unités de motocyclistes vers le front parce qu'ils ont besoin d'une façon plus rapide, moins coûteuse et plus flexible de traverser un terrain découvert. Les véhicules blindés sont plus faciles à repérer. Et une fois que les FPV ukrainiens les détectent, les drones, les mines, l'artillerie et les tireurs d'élite peuvent transformer l'approche en zone de destruction. Mais la moto crée ses propres dangers. Un pilote peut traverser un champ rapidement. Pourtant, il dispose de presque aucune protection, aucune couverture solide et très peu de temps pour réagir une fois qu'un sniper l'a déjà mise en joue. C'est ce qui rend cette embuscade si instructive. La vraie leçon n'est pas seulement le nombre de motos détruites. C'est comment les défenseurs ukrainiens ont transformé un assaut rapide en une chaîne de confusion, où chaque cible a été séparée, suivie et frappée avec précision. Sur un champ de bataille surveillé par des drones, le camp le plus rapide n'est pas toujours celui qui contrôle la situation. Pourquoi la Russie mise sur les motos? La Russie introduit des motos sur le champ de bataille parce que les mouvements blindés lourds sont devenus l'un des choix les plus dangereux près du front. Un char ou un BMP peut encore apporter puissance de feu et effet de choc, mais il génère une signature importante dès qu'il commence à bouger. Les FPV ukrainiens peuvent surveiller les routes et les lisières de forêt pendant des heures. Une fois un véhicule identifié, l'approche peut être brisée avant même que l'assaut n'atteigne la ligne de tranchée. C'est cette pression qui est à l'origine de la tactique des motos. Les commandants ont besoin d'un moyen de déplacer des hommes en terrain découvert sans exposer chaque assaut dans un véhicule lourd visible de loin. Une moto est moins chère, plus petite et plus rapide. Elle peut disperser les pilotes sur une zone plus large au lieu d'entasser plusieurs soldats dans une seule cible blindée. Le rôle de ces groupes de motocyclistes n'est généralement pas un simple transport. Ils peuvent reconnaître un itinéraire, tester les feux ukrainiens, perturber une position défensive ou chercher un point faible que des forces plus lourdes pourraient exploiter. Dans certaines attaques, les pilotes y sont envoyés en première vague parce qu'ils peuvent traverser un champ plus vite que des fantassins et changer de direction plus rapidement que des blindés. Sur le papier, cela offre à la Russie une sorte de raccourci tactique. Un petit groupe peut foncer dans une brèche, atteindre une lisière de forêt et créer une pression avant que les défenseurs ukrainiens n'organisent une réponse complète. Mais ce raccourci comporte un risque sérieux. Une moto offre de la vitesse, pas de la protection. Le pilote est exposé de face, de côté et par le dessus. Aucun blindage ne peut arrêter le tir d'un sniper, aucun toit ne peut bloquer l'observation d'un drone. La moto peut échapper à certains dangers en se déplaçant vite, mais elle ne peut pas absorber les coups une fois piégée en terrain découvert. L'Ukraine n'a pas besoin de détruire chaque moto en même temps. Elle doit seulement détecter le mouvement tôt, marquer l'itinéraire et préparer la zone de destruction avant l'arrivée des pilotes. Quand cela se produit, le groupe de motos n'est plus celui qui façonne l'assaut. C'est lui qui entre dans un espace déjà façonné par le défenseur. Comment l'embuscade a été construite. Les défenseurs ukrainiens ont préparé l'embuscade en refusant de combattre le groupe de motos selon les termes russes. Les pilotes russes avaient besoin de vitesse, de bruit et d'une courte fenêtre de surprise. Les Ukrainiens avaient besoin du contraire. Silence, distance et un endroit précis où les motos devraient nécessairement s'exposer. Donc c'est pourquoi les défenseurs n'ont pas poursuivi le groupe en mouvement avec des tirs lourds. Ils ont attendu que les pilotes entrent sur un terrain déjà étudié. La clé était le terrain. Sur une partie de l'itinéraire, l'unité de moto pouvait encore profiter de quelques arbres, de replis de terrain ou de structures endommagées pour masquer son mouvement. Mais plus loin, le chemin s'ouvrait sur un espace beaucoup plus dangereux, le genre de terrain qui semble utile à un attaquant parce qu'il permet la vitesse, mais qui devient mortel quand il est surveillé depuis les airs et couvert depuis les flancs. Les équipes de snipers se sont positionnées pour voir ce couloir ouvert sans s'y exposer directement. Certains points de tir ont été établis près de lisières de forêt,
de terrains surélevés ou de bâtiments en ruine, offrant une vue dégagée sur l'approche. L'objectif n'était pas de créer un mur de balles, c'était de bâtir un champ de contrôle silencieux où chaque pilote devrait passer par un moment étroit d'exposition. C'est là qu'intervient l'appui drone. Un FPV au-dessus de la zone peut observer le groupe de motos bien avant qu'ils n'atteignent le point choisi. Il voit la direction de déplacement, l'espacement entre les pilotes et les endroits où l'itinéraire les force à ralentir ou à tourner. Ces informations donnent aux équipes de snipers le temps de se stabiliser et d'attendre avec discipline. La partie la plus décisive de l'embuscade était la patience. Les défenseurs n'avaient pas besoin de révéler leur position trop tôt. Si le premier tir venait trop vite, les pilotes pouvaient se disperser avant d'atteindre le terrain le plus exposé. S'il venait trop tard, certains pouvaient passer. Les défenseurs ont donc attendu le moment où la vitesse ne pouvait plus sauver l'unité et où la couverture ne pouvait plus la cacher. La bataille n'a pas vraiment commencé quand les fusils ont tiré. Elle a commencé quand l'itinéraire a été identifié, quand le drone a surveillé le mouvement et quand les snipers ont choisi leur position avant l'arrivée des motos. Le premier tir brise tout le rythme, le premier tir a changé l'ensemble de l'assaut parce qu'il visait la structure du groupe, pas seulement un pilote. Quand les motos russes se sont enfoncées dans la zone préparée, la formation dépendait encore de la vitesse et de la direction. Les pilotes devaient continuer à avancer dans le même flux, car un assaut léger ne peut pas survivre longtemps si chaque homme commence à choisir son propre chemin. C'était la faiblesse que les défenseurs attendaient. Quand le pilote de tête a été touché et que la première moto a perdu le contrôle, l'effet s'est propagé vers l'arrière dans la ligne. Les pilotes derrière n'avaient que quelques secondes pour comprendre ce qui s'était passé. Et ces secondes ont suffi à briser le mouvement qui donnait à l'attaque toute sa raison d'être. Un groupe de motos n'est dangereux que s'il maintient son rythme. Une fois la première machine tombée, ce rythme disparaît. La route se rétrécit, la poussière s'élève, les moteurs continuent de rugir et chaque pilote derrière l'épave doit faire un choix rapide sous pression. Certains tentent d'accélérer pour dépasser la moto tombée, ce qui expose leur ligne de fuite. D'autres ralentissent pour éviter l'obstacle, ce qui donne aux snipers une fenêtre plus longue. D'autres encore regardent en arrière ou changent de direction trop brusquement. Et ces réactions trahissent la panique plus vite que tout appel radio. Les tirs défenseurs n'étaient pas destinés à couvrir toute la zone de façon aléatoire. Ils étaient mesurés et sélectifs. Les snipers se concentraient sur les moments où les pilotes russes perdaient déjà le contrôle du mouvement. Chaque tir forçait une nouvelle décision dans le reste du groupe. Continuer, ralentir, se disperser ou battre en retraite. Aucun de ces choix n'était propre, car l'unité n'avait plus une direction commune. La confusion s'est répandue rapidement parce que les pilotes ne pouvaient pas voir clairement d'où venaient les tirs. Un pilote sous cette pression n'a pas le temps de porter un jugement réfléchi. Il réagit au dernier impact, à l'épave la plus proche et au mouvement de l'homme devant lui. Le dommage le plus important n'était pas seulement physique, c'était la perte de commandement à l'intérieur de la formation. Ce qui avait commencé comme une approche rapide était devenu un champ de réactions individuelles. Et ces réactions sont plus faciles à punir que le mouvement organisé. Le terrain ouvert comme deuxième arme. Le terrain découvert est devenu la deuxième arme de l'embuscade, car il n'offrait presque aucune cachette aux pilotes russes une fois leur formation brisée. Au niveau du sol, une route de campagne peut sembler un itinéraire rapide. Mais vu à travers la lunette d'un sniper et la caméra d'un FPV, ce même espace devient une zone de destruction évidente. Chaque virage, chaque arrêt et chaque tentative de fuite sont plus faciles à voir quand il n'y a pas de couverture solide autour des pilotes. Les motos créaient également des signaux difficiles à masquer. La poussière se soulevait derrière les roues. Les moteurs perçaient le silence du terrain. Même quand un pilote tentait de changer de direction, le mouvement lui-même trahissait son prochain chemin possible. La vitesse ne faisait pas disparaître le groupe. Elle le rendait plus facile à suivre. Après que les premiers pilotes aient été touchés, les troupes restantes faisaient face à un choix sans bonne réponse. Continuer vers l'avant les enfonçait plus profondément dans la zone préparée. Reculer les forçait à repasser dans le même couloir surveillé. S'arrêter donnait aux snipers plus de temps pour viser. Chaque option comportait un danger croissant.
Certains pilotes ont tenté d'utiliser une maigre couverture le long de l'itinéraire. Un fossé peu profond, un buisson, une moto brisée. Mais ces endroits n'étaient pas de véritables positions défensives. Ils ne pouvaient pas bloquer les vues depuis les airs et ne pouvaient pas protéger un homme longtemps si la zone était toujours surveillée par des FPV. Le champ de bataille ne permettait pas au groupe de faire une pause pour se réorganiser. La lumière d'assaut a besoin de mouvement, de direction et de confiance entre les pilotes. Une fois que chaque soldat s'est concentré uniquement sur sa propre survie, le groupe a cessé d'agir comme une unité. La tentative de sauvetage tourne au désastre. L'embuscade est entrée dans une nouvelle phase quand le premier groupe de motos a cessé de se comporter comme une force d'assaut et a commencé à chercher une sortie. Certains pilotes ont tenté de reculer du terrain découvert, tandis que d'autres cherchaient des blessés près des motos endommagées. Quelques motos encore en état de marche sont retournées vers le groupe brisé. Du côté russe, cela ressemblait peut-être à une tentative de sauvetage rapide. Mais sous la caméra d'un FPV, ce mouvement créait une cible fraîche. Chaque moto qui revenait montrait où les survivants se rassemblaient. Puis l'élément de soutien a commencé à apparaître par l'arrière. Un buggy et un van légèrement protégés se sont déplacés vers la même zone, essayant de sauver la situation avant que l'assaut ne s'effondre complètement. Leur mission était simple: atteindre les hommes piégés, évacuer les blessés et rétablir un certain contrôle. Mais le champ de bataille avait déjà changé. Les snipers n'avaient pas besoin de maintenir le même rythme de tir indéfiniment. Une fois que les véhicules de soutien sont entrés dans le couloir surveillé, ils pouvaient réduire leur cadence et laisser les drones FPV prendre en charge la partie la plus dangereuse du travail. La cible n'était plus seulement un pilote en terrain découvert. C'était désormais une ligne de sauvetage en mouvement. La première frappe FPV contre le véhicule de soutien de tête pouvait briser l'effort de sauvetage en quelques secondes. Si ce véhicule s'arrêtait, brûlait ou déviait de la route, les véhicules derrière devaient ralentir. Certains tentaient de contourner l'obstacle tandis que d'autres s'immobilisaient, incapables de voir un chemin clair à travers la fumée et les décombres. Les soldats russes survivants se sont retrouvés face à un autre problème. Beaucoup ont couru vers le soutien entrant, espérant qu'il leur offrirait une couverture ou une sortie. Mais se regrouper près d'un véhicule en feu ou d'un fossé les rendait encore plus faciles à localiser depuis les airs. Au lieu de disparaître, ils formaient de petits groupes dans des endroits que les drones ukrainiens pouvaient continuer à surveiller. À ce moment-là, le combat avait cessé d'être seulement une embuscade de snipers pour devenir une chasse tout au long de l'itinéraire. Certains soldats ont abandonné leurs motos et se sont déplacés à pied en petits groupes. À la fin, l'itinéraire d'assaut d'origine n'avait plus l'air d'un chemin vers les lignes ukrainiennes. Il était devenu un couloir brisé, rempli de motos abandonnées, de véhicules de sauvetage bloqués, de soldats dispersés et de drones toujours en observation au-dessus. La leçon finale. La leçon la plus importante de cette embuscade est simple. La vitesse peut rapprocher les soldats du front, mais elle ne peut pas les sauver une fois que la route a déjà été marquée. La Russie s'est tournée vers les motos parce que le champ de bataille est devenu mortel pour les blindés lourds. Mais même un assaut léger et rapide peut être arrêté si le défenseur contrôle le timing, le terrain et l'observation. Le premier tir n'a pas seulement touché un pilote, il a brisé le rythme de tout le groupe. Après cela, chaque réaction a aggravé la situation. Ce qui avait commencé comme une attaque rapide est devenu un couloir brisé de motos abandonnées, de véhicules bloqués et de soldats dispersés sous observation de drones. Moscou continuera probablement à utiliser des motos, des ATV, des buggy et des véhicules civils parce qu'ils sont moins chers que de perdre davantage de chars et de BMP. Mais à moins que ces forces légères ne bénéficient d'un meilleur soutien par drone, d'une meilleure couverture de guerre électronique et d'un appui-feu plus précis, elles continueront à tomber dans des zones de destruction préparées. La grande question reste ouverte. Dans une guerre où les FPV surveillent le ciel à basse altitude, la vitesse est-elle encore un avantage réel sur le champ de bataille moderne ?